Chapitre 17. Ma réception brutale sur le dos chasse l'air de mes poumons. Mon sac n'amortit pas grand-chose. Heureusement, mon carquois s'est pris au creux de mon coude, ce qui épargne aussi bien mes flèches que mon épaule, et je n'ai pas lâché mon arc. Le sol tremble encore sous les explosions, mais je ne les entends pas. J'entends plus rien du tout. Mais les pommes ont dû déclencher suffisamment de mines pour que les éclats fassent sauter les autres. Je me protège le visage avec les bras, tandis qu'une pluie de terre et de fragments incandescents s'abat autour de moi. Une fumée âcre se répand. Pas le plus indiqué pour une fille qui essaye de respirer de nouveau. Au bout d'une minute, la terre cesse de trembler. Je roule sur le flanc et m'autorise un moment de satisfaction à la vue des débris fumants de la pyramide. Les carrières ne pourront rien récupérer là-dedans. Je ferais mieux de décamper, me dis-je. Ils vont rappliquer dardard. Mais une fois debout, je réalise que ce ne sera peut-être pas aussi simple. J'ai le vertige. Pas un léger tournis, mais le genre de vertige à faire tournoyer les arbres autour de vous et tanguer le sol. Je me hasarde à faire 1 ou 2 pas et me retrouve à 4 pattes. Je laisse passer quelques minutes, le temps que ça s'arrange. Sauf que ça ne s'arrange pas. La panique me gagne. Je ne peux pas rester ici. Je dois m'enfuir coûte que coûte. Seul problème, je suis incapable de tenir debout et je n'entends plus rien. Je porte la main à mon oreille gauche, celle qui était tournée vers l'explosion, et je la ramène couverte de sang. La détonation m'aurait-elle rendue sourde ? L'idée me terrifie. À la chasse, je me sers autant de mes oreilles que de mes yeux. Parfois plus. Mais pas question de me laisser avoir peur. Mais pas question de laisser voir que j'ai peur. Ma tête a coupé que je passe en direct sur tous les écrans de Panem en ce moment. Ne laisse pas de traces de sang, me dis-je. Je réussis à relever ma capuche sur ma tête, à nouer le cordon malgré le manque de coopération de mes doigts. Cela devrait aider à étancher le sang. Je ne peux pas marcher, mais puis-je ramper ? J'essaie avec prudence. Oui, si je procède très lentement, j'arrive à ramper. Le couvert des arbres ne sera pas suffisant. Mon seul espoir consiste à regagner le taillis de roue et à me dissimuler sous ses feuilles. Il ne faut pas qu'on me surprenne comme ça à 4 pattes dans la plaine. Non seulement je suis sûre de mourir, mais surtout de connaître une longue agonie douloureuse entre les mains de Cato. L'idée que Prime soit forcée d'assister à ça me donne la force de me traîner vers ma cachette. Yo Riyad. Je lis tous les... Oh merde. Je lis tous les week-ends, quoi. Faut regarder mon calendrier, Coco. Une autre explosion me colle le nez dans la poussière. Une mine isolée, déclenchée par la chute d'un débris, ça se reproduira à 2 reprises encore. Je repense à ces derniers grains de maïs qui éclatent après que les autres, quand Prime et moi préparons du popcorn sur le feu. Dire que je m'en tire d'extrême justesse serait en dessous de la vérité. Je me suis à peine faufilée sous les fourrés, au pied des arbres, que je vois Cato émerger sur la plaine. Bientôt suivi de ses compagnons. Sa fureur est telle qu'elle en deviendrait comique. Il y a donc vraiment des gens qui s'arrachent les cheveux en frappant le sol avec le poing ? Si je ne savais pas qu'elle était dirigée contre moi, contre ce que je viens de faire, ajouter à cela la proximité, mon incapacité à m'enfuir ou à me défendre, et en fait la scène me glace le sang. Heureusement que les caméras ne peuvent pas me prendre en gros plan dans ma cachette, parce que je me mords les ongles comme si tout était perdu. Je ronge les dernières traces de vernis en m'efforçant d'empêcher mes dents de claquer. Bonne nuit, Gouigoui. Le garçon du district 3 teste le terrain en lançant des pierres.
Il doit estimer que toutes les mines ont explosé car les carrières s'approchent des cratères fumants. Cato a terminé la première phase de sa crise. Il passe désormais à la colère sur les débris en retournant à coups de pied les récipients éventrés. Les autres tribus fouillent tout autour, cherchent des choses à récupérer, mais il ne reste plus rien. Le garçon du 3 a trop bien fait son travail. Cette idée doit effleurer Cato également, car ils se mettent à l'agonir. L'agonir d'injure, ça se dit ? Car ils se mettent à l'agonir d'injure. Le pauvre n'a pas le temps de prendre ses jambes à son cou et de faire 3 foulées que Cato l'attrape et en l'étranglement par derrière. Ah ouais, ça se dit aussi ça ? Que Cato l'attrape en étranglement par derrière. J'aurais pas écrit comme ça, mais c'est pas grave. Qui suis-je pour contredire le livre ? Je vois Cato gonfler ses muscles et lui tordre la tête d'un coup sec. C'est aussi simple que ça. Fin du garçon du district 3. Les 2 autres carrières s'efforcent de calmer Cato. Je vois bien qu'il voudrait retourner fouiller la forêt, mais il n'arrête pas d'indiquer le ciel, ce qui me laisse perplexe jusqu'à ce que je comprenne. Bien sûr, il s'imagine que celui qui a déclenché les mines est mort. Ils ne peuvent pas savoir, pour les flèches et les pommes. Même si le piège a trop bien fonctionné, ils doivent penser que le tribut qui s'est attaqué aux provisions s'est volatilisé dans l'affaire. Un coup de canon est peut-être passé inaperçu au milieu des dernières explosions. Le reste du voleur ont pu être enlevés par un overcraft. Ils se retirent de l'autre côté du lac afin de permettre au juge de venir récupérer le corps du garçon du district 3 et ils attendent. Katniss, c'est la fille, ouais. Je suppose que le canon retentit. Un overcraft apparaît et emporte le cadavre. Le soleil s'enfonce derrière l'horizon. La nuit tombe. Je vois le sceau s'afficher dans le ciel, sans doute accompagné par l'hymne. Le noir revient, et on affiche le garçon du district 3. On affiche le garçon du district 10 qui a dû mourir ce matin. Puis le sceau réapparaît. Maintenant, ils savent. Leur saboteur a survécu. À la lueur du sceau, je vois Cato et la fille du district 2 mettre leurs lunettes de nuit. Le garçon du district 1 allume une branche en guise de torche, illuminant la détermination farouche que je lis sur leur visage. Et les carrières s'enfoncent à ma recherche dans la forêt. Mon vertige s'est un peu atténué et bien que je sois toujours sourde de l'oreille gauche, j'entends un bourdonnement dans la droite, ce qui semble plutôt bon signe. Je ne vois aucune raison d'abandonner ma cachette. Je suis aussi en sécurité que possible ici, sur le lieu de mon crime. Ils doivent penser que leur saboteur a pris 2 ou 3 heures d'avance sur eux. De toute façon, je préfère ne pas courir le risque de bouger avant un bon moment. Avant toute chose, je commence par sortir mes lunettes de nuit et par les glisser sur mon nez. Cela me rassure un peu d'avoir au moins l'un de mes sens de chasseuse en état de marche. Je bois quelques gorgées d'eau et lave le sang sur mon oreille. De peur que l'odeur de viande n'attire les prédateurs. Celle du sang frais est déjà assez préoccupante. Je m'offre un bon repas avec les plantes, les racines et les baies que Roux et moi avons ramassées aujourd'hui. Où peut bien être ma petite alliée ? A-t-elle regagné le point de rendez-vous ? Se fait-elle du souci pour moi ? Au moins le ciel a montré que nous étions en vie toutes les 2. Salut Cardio, ça va ? Je compte les survivants sur mes doigts. Le garçon du district 1, les 2 tribus du 2, la renarde, les 4 tribus du 11 et du 12. Nous ne sommes plus que 8. Les paris doivent s'emballer là-bas au Capitole. Ils doivent consacrer des reportages entiers à chacun d'entre nous. Probablement interviewer nos amis, nos familles. Il y a bien longtemps qu'un tribut du district 12 n'était plus entré dans le top 8. Et voilà qu'il y en a 2 aujourd'hui.
même si, à en croire Cato, Pita devrait bientôt mourir. Cela dit, Cato n'a pas la science infuse. Ne vient-il pas de perdre la totalité de ses provisions ? Comment ça va, cardio ? T'as la forme ? Excusez-moi, je tape le micro. Que les 74e jeux de la fin commencent, Cato, me dis-je. Qu'ils commencent pour de bon. Un vent glacial se lève. Je tends la main vers mon sac de couchage, puis je me rappelle que je l'ai laissé à Roux. J'étais censée en voler un autre, mais avec les mines et tout le reste, j'ai oublié. Je me mets à grelotter. Comme il ne paraît pas très malin d'aller me nicher dans un arbre pour la nuit, je me creuse un trou sous les buissons et me recouvre de feuilles et d'aiguilles de sapin. J'ai toujours aussi froid. Je commence à éprouver davantage de sympathie pour cette fille du district 8 qui s'était allumé un feu la première nuit. À présent, c'est moi qui dois serrer les dents et tenir jusqu'au matin. Encore plus de feuilles, plus d'aiguilles de sapin. J'enfonce les bras à l'intérieur de mon blouson, je ramène les genoux contre ma poitrine. Et je finis par m'endormir. À mon réveil, le monde m'apparaît légèrement trouble. Je mets une bonne minute à comprendre que le soleil s'est levé et que mes lunettes me font voir flou. Alors que je m'assois en les retirant, j'entends un rire près du lac et je me fige. Les rires me parviennent déformés, mais le fait que je les entende prouve que je suis en train de récupérer mon ouïe. Oui, il est joyeux ce livre. En même temps, ça s'appelle les jeux de la fin. Hein. Oui, j'entends de nouveau de l'oreille droite, même si elle bourdonne encore. Quant à la gauche, au moins elle ne saigne plus. Je jette un coup d'œil à travers le buisson, craignant de découvrir les carrières de retour et me voir coincé ici pour une période indéterminée. Mais ce n'est que la renarde qui arpente les débris de la pyramide en s'esclaffant toute seule. Plus maligne que les carrières, elle retrouve quelques objets utiles dans les cendres. Un pot en métal, une lame de couteau, et sa gaieté me laisse perplexe, jusqu'à ce que je réalise qu'avec la disparition des réserves des carrières, elle a désormais une vraie chance. D'ailleurs, comme le reste d'entre nous. J'envisage brièvement de me montrer et de l'enrôler comme deuxième allié dans la meute. Mais j'y renonce. Quelque chose dans ce sourire malin me donne à penser qu'une entente avec la renarde me vaudrait tôt ou tard un coup de poignard dans le dos. Tout bien considéré, le moment serait plutôt idéal pour la battre. Hélas, elle entend quelque chose, mais pas moi, car elle tourne la tête de l'autre côté vers la pente, et pique un sprint vers la forêt. J'attends, personne ne se montre. Malgré tout, si la renarde s'est sentie menacée, il est peut-être temps de filer à mon tour. Par ailleurs, je suis impatiente de mettre Roux au courant de notre succès. Ah, oui, non, mais j'ai bien compris que tu le trouvais pas joyeux, ce livre. Puisque j'ignore où peuvent se trouver les carrières, je prends le chemin le plus direct pour retourner au ruisseau. J'allonge le pas, l'arc prêt dans une main, un morceau de grousseling froid dans l'autre, car je suis morte de faim à présent. Il me faut de la graisse et des protéines, et pas uniquement des feuilles et des baies. Le retour au ruisseau se déroule sans histoire. Une fois là, je remplis ma gourde et me décrasse, en apportant un soin particulier à mon oreille blessée. Puis je repars en amont, le long du cours d'eau. À un endroit, je tombe sur des empreintes de semelles dans la boue. Les carrières sont passées par ici, voilà un moment déjà. Les empreintes ont beau être profondes, le soleil a presque achevé de les sécher. Par contre, je n'ai pas fait assez attention à mes propres traces. Je comptais sur ma légèreté et les aiguilles de sapin pour les dissimuler. Là, j'ôte mes bottines et mes chaussettes et je continue pieds nus dans le lit du ruisseau. L'eau fraîche a un effet revigorant sur mon organisme comme mon humeur. Je tire sur 2 poissons, proie facile dans ce cours d'eau tranquille. Et j'en dévore un tout cru, sans attendre.
Je garde le second pour roux. Peu à peu, de manière subtile, le bourdonnement s'atténue dans mon oreille droite et finit même par disparaître. Je me surprends plusieurs fois à me gratter l'oreille gauche, comme pour la déboucher. Je ne ressens aucune amélioration de ce côté-là. Je ne parviens pas à m'accommoder de cette surdité partielle. Elle me donne l'impression d'être déséquilibrée, sans défense sur ma gauche. Et aveugle même. Je n'arrête pas de tourner la tête du côté qui n'entend rien. Mon autre oreille cherche à compenser l'absence de ces informations qui m'arrivaient hier encore en flot continu. Plus le temps passe, moins je suis optimiste concernant mes chances de guérison. Parvenu au lieu de rendez-vous, je vois tout de suite que personne n'a touché à rien depuis notre passage. Aucune trace de roue, ni par terre, ni dans les arbres. C'est curieux. Elle devait être revenue depuis longtemps. Il est quand même midi. Elle a sans doute passé la nuit dans un arbre quelque part. Qu'aurait-elle pu faire bien d'autre? Sans lumière et avec les carrières qui passaient dans la forêt au crible de leurs lunettes de nuit. Un troisième feu qu'elle était censée allumer et que je n'ai pas pensé à chercher du regard hier soir était le plus éloigné. Sans doute prend-elle des précautions pour revenir. J'aimerais bien qu'elle se dépêche car je n'ai pas l'intention de m'attarder dans les parages. Je voudrais passer l'après-midi à gagner les hauteurs en chassant sur le chemin. Mais je suis obligée d'attendre. Je lave le sang sur mon blouson et mes cheveux. Je nettoie mes chaussures dont la liste continue de s'allonger. Mes brûlures vont beaucoup mieux, mais j'applique quand même de la pommade dessus. Le principal danger maintenant, c'est l'infection. J'engloutis le deuxième poisson. Je dis pas... Ah, c'était pas du second degré, pardon. Ah, tu le trouves fun le livre, du coup? C'était réel. Il n'aurait pas duré longtemps sous le soleil pareil. Et puis je ne devrais pas trop avoir de mal à en attraper d'autres pour Roux. Si seulement elle veut bien se montrer. Comme je me sens trop vulnérable au sol, avec mon ouïe réduite de moitié, je grimpe dans un arbre. Si les carrières se montrent, je pourrais les tirer comme des lapins. Le soleil se déplace lentement. Je passe le temps comme je peux. Je mâche des feuilles, je les applique sur mes piqûres, qui ont désenflé mais restent douloureuses. Je démêle mes cheveux humides avec mes doigts et je me fais des tresses. Je relasse mes bottines, j'examine mon arc et mes 9 flèches. Je teste d'éventuelles progressions de mon oreille gauche en froissant une feuille juste à côté, mais sans résultat. Malgré le grousseling et les poissons, mon estomac continue à gronder et je comprends que je suis en train de vivre ce qu'on appelle un jour creux, chez moi au district 12. Ces jours-là, on a beau dévorer comme un ogre, on n'est jamais rassasié. Et devoir rester assise sans rien faire dans un arbre n'arrange rien. Je décide d'écouter mon ventre. Après tout, j'ai perdu pas mal de poids dans l'arène, j'ai quand même besoin de reprendre des calories. Et le fait de posséder un arc et des flèches me rend beaucoup plus confiante en l'avenir. Cette emote est très adaptée à ta phrase, Easy Molly. Je casse et je grignote lentement une poignée de noisettes. Mon dernier biscuit, le coup du grousseling, que je mets longtemps à nettoyer jusqu'à l'os, ce qui est bien. Mais c'est décidément un jour creux et malgré cette orgie, je me prends à rêver de nourriture. En particulier de ces plats extraordinaires qu'on nous servait au Capitole. Le poulet dans sa sauce à l'orange, les gâteaux, le pudding, le pain beurré, les pâtes à la sauce verte, le ragoût d'agneau au pruneau. Je suce quelques feuilles de menthe en essayant d'oublier. Ça m'aide un peu, car nous buvions souvent du thé à la menthe à la fin de ces repas,
et ce goût contribue à convaincre mon estomac qu'il a fait le plein. Plus ou moins. Assise là dans cet arbre, avec le soleil qui me réchauffe, la bouche pleine de menthe et un arc et des flèches à portée de la main, je me sens plus détendue que jamais depuis mon arrivée à l'arène. Si seulement Roux pouvait arriver et que nous filions loin d'ici. À mesure que les ombres s'allongent, mon impatience grandit. En fin d'après-midi, je décide de partir à sa recherche. Je pourrais commencer par l'endroit où elle devait allumer le 3e feu et voir si elle m'a laissé des indices. Tu apprécies la nouvelle émeute. Avant de m'en aller, j'éparpille quelques feuilles de menthe autour de notre ancien feu de camp, sachant que nous les avons cueillis un peu plus loin. Roux devinerait que je suis alors passée. Et les carrières n'y verront rien de suspect. En moins d'1 heure, j'atteins l'endroit convenu pour le 3e feu et comprends tout de suite que quelque chose a mal tourné. Les branches sont empilées d'une main experte, entremêlées d'amadou, mais ils n'ont pas brûlé. Roux avait bien préparé le feu, mais elle n'a pas pu l'allumer. Quelque part entre la 2e colonne de fumée que j'ai aperçue avant de faire sauter les provisions et ce point-ci, elle a eu un problème. Je dois me rappeler qu'elle est toujours vivante. Ou bien, se peut-il que le canon ait résonné à l'aube alors que ma bonne oreille était encore trop faible pour l'entendre ? Apparaîtra-t-elle dans le ciel ce soir ? Non, je refuse de le croire. Il peut y avoir une centaine d'autres explications. Elle a pu se perdre, tomber sur des bêtes sauvages ou sur un autre tribut, comme Trèche, et se cacher. Quoi qu'il y ait eu, je suis quasiment certaine qu'elle est coincée sur place, quelque part entre le 2e feu et ce bûcher intact, réfugiée au sommet d'un arbre. Je crois qu'il est temps de me mettre en chasse. C'est un soulagement d'agir enfin, après avoir passé l'après-midi assise dans un arbre. Je me faufile sans bruit à travers les ombres, mais je ne vois rien de suspect. Pas de traces de lutte, et le tapis d'aiguilles qui recouvre le sol est intact. Je viens de m'arrêter à un instant quand je l'entends. Je dois incliner la tête sur le côté pour être sûre, mais pas d'erreur. Ce sont bien les 4 notes de Roux sifflées par un jet moqueur. Le petit air signifie qu'elle va bien. Je souris et me dirige en direction de l'oiseau. Un 2e reprend la mélodie un peu plus loin. Roux a chanté pour eux récemment. Sinon, ils auraient déjà repris un autre air. Je lève les yeux vers les frondaisons à la recherche de mon allié. Je m'éclaircis la gorge et je chante à mon tour, doucement, pour qu'elle sache qu'elle peut se montrer. Hello le chômeur, non, tu peux t'endormir tranquillement. Un jeu moqueur me répond et j'entends le hurlement. C'est un hurlement d'enfant, de petite fille, comme une seule personne dans toute l'arène peut en produire. Roux. Je pique un sprint, sachant qu'il s'agit sans doute d'un piège, que les 3 carrières m'entendent peut-être derrière un arbre, mais sans pouvoir m'en empêcher. J'entends un nouveau cri strident, mon prénom cette fois. Katniss ! Katniss ! Roux ! Je crie, afin qu'elle sache que je suis tout près. Qu'il sache que je suis tout près, dans l'espoir que la fille qui leur a envoyé ces guêpes tueuses, qui a obtenu à son entraînement un 11 qui ne s'explique toujours pas, détourne suffisamment leur attention. « Roux, j'arrive !» Quand je débouche dans la clairière, elle est par terre, inextricablement roulée dans un filet. Elle a tout juste le temps de me tendre la main à travers les mailles et de prononcer mon prénom, que l'épieu s'enfonce dans sa chair.